L'année 480 avant Jésus-Christ marque un tournant dans l'histoire du monde occidental. Sur les rives de l'Hellespont, le détroit qui sépare l'Asie de l'Europe, se prépare la plus grande opération militaire jamais montée dans l'Antiquité. Xerxès, le grand roi de Perse, fils de Darius, s'apprête à venger l'humiliation subie par son père 10 ans plus tôt à Marathon. Cette fois, il ne laissera rien au hasard. Les chiffres donnent le vertige. L'armée perse compte entre 150 000 et 200 000 soldats, selon les estimations modernes, venus de tous les coins de l'empire le plus vaste jamais constitué. Du Danube à l'Égypte, de l'Ionie à la Bactriane, Xerxès a mobilisé ses vassaux. Persès, Mèdes, Bactriens, Indiens, Égyptiens, Phéniciens, une mosaïque de peuples converge vers un seul objectif, écraser la Grèce une fois pour toutes. La flotte n'est pas en reste. Plus de 800 galères, peut-être même 1200 selon certaines sources, accompagnent cette marée humaine. Les Phéniciens, maîtres incontestés de la navigation, forment l'épine dorsale de cette armada. Leurs navires, plus grands et plus robustes que ceux des Grecs, inspirent la terreur sur toutes les mers du Levant. Mais ce qui frappe le plus, c'est l'audace technique de cette invasion. Xerxès n'a pas simplement rassemblé des hommes et des bateaux. Il a fait construire 2 ponts flottants au-dessus de l'Hellespont, permettant à son armée de traverser à pied d'Asie en Europe. Un exploit d'ingénierie qui laisse bouche bée les observateurs. Des centaines de navires amarrés côte à côte, recouverts de planches, formant une route sur la mer. 7 jours ont été nécessaires pour que toute l'armée franchisse ce passage. Autre prouesse, le canal creusé à travers l'isthme du mont Athos. 10 ans plus tôt, une tempête avait détruit une partie de la flotte perse au large de ce cap dangereux. Xerxès refuse de courir le même risque. Il ordonne donc de creuser un canal de 2-4 kilomètres à travers la terre ferme, suffisamment large pour que 2 trières puissent y naviguer de front. Des milliers d'ouvriers travaillent pendant des mois pour accomplir ce qui ressemble à une démonstration de pouvoir absolu. Quand l'immense colonne se met enfin en marche au printemps 480, c'est un spectacle qui dépasse l'imagination. Selon Hérodote, l'armée est si nombreuse qu'elle épuise complètement les rivières qu'elle traverse pour étancher sa soif. Une exagération sans doute, mais qui traduit l'impression de terreur que suscite ce déferlement. Face à cette avalanche, la Grèce semble condamnée. Le monde grec, fragmenté en dizaines de cités-États jalouses de leur indépendance, n'a jamais été capable de s'unir durablement. Et voilà qu'approche un danger existentiel. Nombreuses sont les cités qui choisissent la soumission. Thèbes, pourtant puissante, fait le calcul que la résistance est vaine. La Thessalie, la Macédoine, une grande partie de la Grèce du Nord acceptent de reconnaître l'autorité perse. Elles fourniront même des troupes à Xerxès. Seules 2 cités refusent catégoriquement, Athènes et Sparte. Quand les ambassadeurs perses viennent demander de l'eau et de la terre, symbole de soumission, les Athéniens les jugent et les exécutent. À Sparte, on les jette au fond d'un puits. Le message est clair, il n'y aura pas de compromis. À Athènes, un homme comprend que la partie ne peut se gagner sur terre. Thémistocle, stratège athénien, a observé attentivement la première guerre médique. Il a tiré les leçons de Marathon, où les hoplites grecs ont triomphé, mais aussi des faiblesses révélées. Athènes ne pourra jamais aligner assez de fantassins pour arrêter l'armée perse. La solution doit venir de la mer. Dès 483, 3 ans avant l'invasion, Thémistocle lance un projet audacieux. Les mines d'argent de l'Orion viennent de livrer un filon particulièrement riche. Traditionnellement, ces revenus sont distribués aux citoyens. Thémistocle propose l'impensable. Utiliser tout cet argent pour construire une flotte de guerre. 200 trières, rien de moins. Le débat fait rage à l'Assemblée athénienne. Les conservateurs, menés par Aristide le Juste, s'opposent farouchement au projet. Pour eux, la vraie force d'Athènes réside dans ces hoplites, ces fantassins lourdement armés qui ont vaincu à Marathon. Construire des navires, c'est donner du pouvoir à la classe la plus pauvre, celle qui n'a pas les moyens de s'équiper en hoplites, mais peut ramer. C'est bouleverser l'ordre social. Thémistocle tient bon. Il sait que le temps presse. Il présente son projet non pas comme une révolution sociale, mais comme une nécessité face à la menace perse imminente. Il argue que les navires serviront aussi contre Égine, cité rivale d'Athènes. Il multiplie les arguments, use de toute sa ruse politique. Finalement, l'Assemblée vote en sa faveur. La construction commence immédiatement. Le Pirée, le port d'Athènes, se transforme en chantier naval géant. Des centaines d'artisans, de charpentiers, de forgerons s'activent jour et nuit. Il faut construire des trières, ces navires de guerre révolutionnaires qui vont changer la face de la guerre navale. La trière est une merveille technique.
Longue d'environ 37 mètres, large de 5 mètres à peine, elle file sur l'eau avec une agilité redoutable. Son secret, 170 rameurs disposés sur 3 rangs superposés. Les tranites en haut, les igites au milieu, les talamites en bas. Chacun manie une rame d'une longueur adaptée à sa position. Au milieu du navire, les rames mesurent 4, 66 mètres contre 4, 41 mètres à la proue et à la poupe. L'arme principale de la trière, c'est son éperon de bronze fixé à l'étrave, au niveau de la ligne de flottaison. Cet éperon de 200 kg peut éventrer la coque d'un navire ennemi d'un seul coup bien placé. Mais la manœuvre exige une précision chirurgicale. Il faut frapper avec assez de force pour briser les planches, mais ne pas rester accroché au navire qui coule sous peine d'être entraîné par le fond. Les rameurs doivent alors faire machine arrière en quelques secondes pour se dégager. À bord, 14 hoplites et 4 archers complètent l'équipage. Leur rôle, repousser les tentatives d'abordage et harceler l'ennemi avec des flèches. Mais dans cette nouvelle forme de guerre navale que développent les Athéniens, l'éperonnage prime sur l'abordage. C'est la vitesse et la manœuvrabilité qui comptent, pas le nombre de combattants à bord. Quand les 200 trières sont enfin prêtes, Athènes dispose de la plus puissante flotte de guerre jamais construite en Grèce. Pour les armées, il faut 40 000 hommes. Chaque citoyen capable de ramer est mobilisé. Les plus pauvres, ceux qu'on appelle les têtes, trouvent soudain une place centrale dans la défense de la cité. C'est une révolution silencieuse. En 481, un congrès réunit les cités grecques décidées à résister à Corinthe. L'événement est historique. Des cités techniquement en guerre les unes contre les autres acceptent de former une alliance. Sparte, la puissance militaire terrestre incontestée, et Athènes, la nouvelle puissance navale, s'accordent pour coordonner leur défense. Le commandement de l'armée de terre revient au Spartiate Pausanias, celui de la flotte au Spartiate Eurybiade, bien qu'Athènes fournisse plus de la moitié des navires. La stratégie adoptée est claire, retarder au maximum l'avancée perse en défendant des points de passage obligés. Sur terre, bloquer le défilé des Thermopyles. Sur mer, tenir le détroit de l'Artémision. L'objectif n'est pas de vaincre immédiatement, mais d'user l'ennemi, de lui faire perdre du temps. Xerxès doit conquérir la Grèce en une seule saison de campagne. Son immense armée ne peut pas rester indéfiniment mobilisée. Chaque jour gagné rapproche les Grecs de la victoire. Août 480, l'armée perse déferle sur la Grèce du Nord. La Thessalie s'est soumise sans combattre. La Macédoine a ouvert ses portes. Xerxès avance, méthodique, écrasant toute résistance. Devant lui, le défilé des Thermopyles, un passage étroit entre la montagne et la mer. Là, le roi Léonidas de Sparte attend avec 7000 hommes. L'endroit est parfait pour une défense. Le défilé est si étroit qu'un seul char peut à peine y passer. La supériorité numérique perse ne sert à rien dans cet espace confiné. Les hoplites spartiates, formant une phalange compacte derrière leurs boucliers, repoussent charge après charge. Les Perses tombent par centaines sans entamer la ligne grecque. Xerxès rage. Il envoie ses immortels, l'élite de son armée, ses 10 000 guerriers d'élite qui forment sa garde personnelle. Même résultat, les Spartiates tiennent. 2 jours passent ainsi, dans un carnage qui ne mène nulle part. Puis un traître grec révèle à Xerxès l'existence d'un sentier de montagne permettant de contourner le défilé. La nuit suivante, les Perses envoient une colonne qui prend les Grecs à revers. À l'aube, Léonidas comprend que la position est perdue. Il renvoie la majorité de ses troupes et décide de tenir jusqu'au bout avec 300 Spartiates et quelques centaines d'alliés Thespiens et Thébains. Ce qui suit entre dans la légende. Encerclés, les Spartiates se battent jusqu'au dernier. Léonidas tombe, son corps est disputé dans une mêlée féroce. Ses hommes meurent sur place, refusant la retraite. Leur sacrifice n'est pas militairement décisif, mais il galvanise la Grèce entière. L'épitaphe gravée sur le site des Thermopyles résume leur détermination. Étranger, va dire à Sparte que nous gisons ici, docile à ses ordres. Pendant ce temps, en mer, la bataille de l'Artémision se déroule. La flotte grecque, environ 270 trières, affronte l'armada perse dans le détroit. Les combats sont indécis. Une violente tempête a déjà infligé de lourdes pertes aux Perses avant même le début des hostilités, près de 400 navires coulés selon certaines sources. Mais la flotte perse reste supérieure en nombre. Thémistocle, présent à l'Artémision, observe attentivement. Il note que dans les eaux étroites du détroit, les gros navires perses peinent à manœuvrer. Les trières grecques, plus agiles, peuvent les harceler, frapper et se retirer. C'est une leçon capitale qu'il gardera en mémoire. Quand la nouvelle de la chute des Thermopyles parvient au commandant grec, la flotte se replie. Tenir l'Artémision ne sert plus à rien si l'armée perse peut passer par terre.
La retraite s'organise vers Salamine. Sur la route d'Athènes, Xerxès ne rencontre plus aucune résistance. Les villes de Phocide, de Béotie tombent les unes après les autres. Platée et Thespie, qui ont refusé de se soumettre, sont incendiées. Fin septembre, les Perses arrivent en vue d'Athènes. La cité est déserte. Sur les conseils de Thémistocle, les Athéniens ont évacué leur ville. Les femmes, les enfants, les vieillards ont trouvé refuge à Trézène, dans le Péloponnèse et sur l'île voisine de Salamine. Les hommes en âge de combattre ont embarqué sur les trières. Athènes, l'une des plus grandes cités de Grèce, est abandonnée à l'ennemi. Xerxès entre dans une ville fantôme. Seuls quelques irréductibles se sont barricadés sur l'acropole, convaincus que l'oracle de Delphes promettait la protection d'un rempart de bois qu'ils interprètent comme les palissades de l'acropole. Les Perses mettent le feu à ces défenses et massacrent les derniers défenseurs. Puis ils incendient la ville. Les temples brûlent, les maisons s'effondrent. Athènes n'est plus qu'un champ de ruines. La situation des Grecs semble désespérée. L'armée perse contrôle toute la Grèce centrale. Sa flotte, bien que diminuée par la tempête et les combats de l'Artémision, reste largement supérieure. Les cités du Péloponnèse s'affolent et réclament le repli de toutes les forces derrière l'isthme de Corinthe, ce goulet qui relie le Péloponnèse au reste de la Grèce. Là, disent-ils, on pourra construire un mur et tenir indéfiniment. Thémistocle s'oppose farouchement à ce plan. Il sait qu'un mur sur l'isthme ne servira à rien si la flotte perse peut transporter des troupes directement dans le Péloponnèse. La vraie bataille doit se livrer en mer. Et il connaît l'endroit idéal. Le détroit de Salamine, entre l'île du même nom et la côte de l'Attique, mesure à peine 1 à 2 kilomètres de large à certains endroits. C'est un labyrinthe de passes étroites, de hauts fonds, de courants traîtres. Pour des navires légers et manœuvrant comme les trières grecques, c'est un terrain de chasse idéal. Pour les lourdes galères perses, c'est un cauchemar. Mais convaincre les autres commandants grecs de livrer bataille là n'est pas évident. Les Corinthiens, les Éginètes, les contingents du Péloponnèse veulent tous retourner défendre leurs terres. Ils ne comprennent pas pourquoi ils devraient risquer leurs navires pour défendre une Athènes déjà en ruine. Le conseil de guerre qui se tient à bord des navires ancrés à Salamine tourne à l'affrontement. Thémistocle plaide avec passion pour rester et combattre. Il explique que dans le détroit, la supériorité numérique des Perses deviendra un handicap. Les navires ennemis se gêneront mutuellement. Les trières grecques pourront les attaquer un par un. Le commandant corinthien Adimante l'interrompt avec mépris. « Tu n'as plus de cité, Thémistocle. Athènes n'existe plus. De quel droit nous dis-tu ce que nous devons faire ? La remarque est cruelle mais vraie. Les Athéniens sont des réfugiés. Leur ville est en cendres. » Thémistocle se tourne alors vers le commandant en chef spartiate Eurybiade. « Si la flotte se disperse maintenant, tu n'auras plus d'alliés à commander. Chaque cité rentrera défendre son territoire. Et Xerxès les écrasera les unes après les autres. Mais si tu veux vraiment partir, je te préviens, les Athéniens, qui fournissent la moitié de cette flotte, prendront leurs navires et partiront en Italie fonder une nouvelle cité. Tu te retrouveras seul face aux Perses. La menace porte. Eurybiade sait que sans les 200 trières athéniennes, la flotte grecque n'est rien. Il finit par céder. La flotte restera à Salamine. Mais Thémistocle n'est pas tranquille. Il sait que les Péloponnésiens peuvent changer d'avis à tout moment. Il lui faut forcer la main de Xerxès, l'obliger à attaquer ici, dans ce détroit qui favorise les Grecs. Il conçoit alors un stratagème audacieux, une ruse, qui va sceller le sort de la bataille. Il fait venir son esclave personnel, un homme nommé Sisinus. Ce dernier parle perse. Thémistocle lui confie un message à transmettre à Xerxès en personne. Le message est simple. Thémistocle, présenté comme un traître à la cause grecque, informe le grand roi que les commandants grecs sont divisés et veulent fuir. Si Xerxès attaque maintenant et bloque les sorties du détroit de Salamine, il pourra capturer toute la flotte grecque d'un coup. Sisinus traverse les lignes la nuit et parvient jusqu'au campement perse. Il est conduit devant Xerxès et livre son message. Le grand roi, qui a vu la panique des Grecs après les Thermopyles, qui sait leur division, croit la ruse. Il n'imagine même pas qu'on puisse mentir au roi des rois. Ce doit être la vérité. Il convoque immédiatement un conseil de guerre. Une seule personne émet des doutes. Artémise, reine d'Halicarnasse, qui commande un contingent de navires au sein de la flotte perse. Cette femme, rare dans le monde antique à commander en guerre, a l'expérience de la mer. Elle sait que les détroits sont dangereux, que les Grecs y seront dans leur élément. Elle conseille d'attendre, de laisser les dissensions grecques faire leur œuvre, de les affamer plutôt que de les attaquer. Xerxès balaye ses objections. Il a vu son armée terrestre écraser toute résistance. Il a des centaines de navires,
contre quelques centaines de trières grecs, épuisés et démoralisés. La victoire est à portée de main. Il ordonne l'attaque pour le lendemain et fait installer son trône sur une colline dominant le détroit. Il veut assister au spectacle de l'anéantissement de la flotte grecque. La nuit du 22 au 23 septembre 480, la flotte perse prend position. Les navires égyptiens bloquent la sortie ouest du détroit. Les Phéniciens et les Ioniens prennent position à l'est. Le piège est en place. Au petit matin, l'assaut pourra commencer. À bord des trières grecques ancrées dans la baie d'Éleusis, les Grecs s'aperçoivent qu'ils sont encerclés. Certains commandants accusent Thémistocle de les avoir menés à leur perte, mais c'est exactement ce qu'ils voulaient. Maintenant, plus personne ne peut fuir. Il faut combattre. Un homme arrive alors de nuit sur un petit bateau. C'est Aristide, l'ancien rival politique de Thémistocle. Banni d'Athènes par ostracisme, il a été rappelé pour servir dans cette guerre. Il confirme que la flotte perse encercle le détroit. Thémistocle sourit. Son piège a fonctionné. Les Perses sont tombés dedans. Il convoque les capitaines des trières. Le moment est venu de leur expliquer son plan. Les navires grecs vont faire semblant de reculer vers le fond de la baie d'Éleusis. Ils vont attirer la flotte perse dans la partie la plus étroite du détroit. Là, dans cette nasse, les Grecs se retourneront et frapperont. Avant l'aube, les rameurs prennent place sur les bancs. Les hoplites vérifient leurs armes. Les archers préparent leurs carquois. À la proue de chaque trière, les prongs de bronze brillent dans la première lumière du jour. 371 navires se préparent au combat de leur vie. L'aube du 23 septembre 480 se lève sur un spectacle grandiose et terrifiant. Depuis son trône dressé sur les hauteurs du mont Aigaleos, Xerxès observe sa flotte prendre position. Des centaines de voiles se déploient. Les cris des capitaines résonnent sur l'eau. Le grand roi s'est entouré de scribes chargés de noter les exploits de ses meilleurs commandants. Il s'attend à une victoire rapide. Face à lui, de l'autre côté du détroit, la flotte grecque semble hésiter. Les trières reculent lentement vers la baie d'Éleusis. Pour les Perses, c'est la confirmation du message reçu la veille. Les Grecs tentent de fuir. Il faut les poursuivre, les coincer avant qu'ils n'atteignent la pleine mer. Les navires phéniciens, à l'aile droite de la flotte perse, se lancent les premiers dans le détroit. Leurs galères sont les meilleures de l'armada, leurs équipages les plus expérimentés. Derrière eux suivent les contingents ioniens, égyptiens, ciliciens. Des centaines de navires s'engouffrent dans le goulet. C'est exactement ce qu'attendait Thémistocle. Les Perses, dans leur empressement, se massent dans un espace trop étroit. Les navires commencent à se gêner les uns les autres. Ceux de l'arrière poussent ceux de devant. La formation se disloque, le chaos s'installe. Au moment où les Perses réalisent qu'ils sont tombés dans un piège, il est trop tard. Un coup de trompette retentit du côté grec. Les trières cessent de reculer. Elles se retournent et foncent sur l'ennemi, toutes rames dehors. La bataille commence dans un fracas indescriptible. Les 170 rameurs de chaque trière tirent sur leurs rames en cadence, propulsés par le rythme donné par un flûtiste. Les navires atteignent leur vitesse maximale, environ 17 km par heure. Les éperons de bronze frappent les coques perses au niveau de la ligne de flottaison. Le bois éclate. Les planches se brisent. L'eau s'engouffre dans les navires éventrés. Les galères perses commencent à couler. Les rameurs pris au piège à l'intérieur n'ont aucune chance. En quelques minutes, le fond du détroit se jonche de cadavres. Les trières grecques font machine arrière pour dégager leurs éperons, puis repartent à l'attaque. La manœuvre exige une coordination parfaite. Une seconde de trop, et c'est la trière grecque qui risque d'être entraînée par le navire qu'elle vient d'éventrer. Mais les équipages athéniens ont passé des années à s'entraîner. Ils exécutent les manœuvres avec une précision mortelle. Les Athéniens, positionnés à l'aile gauche de la ligne grecque, font face aux Phéniciens. C'est le choc des deux meilleures marines de l'époque. Les Phéniciens tentent d'utiliser leur supériorité en abordage, en voyant des soldats sauter d'un navire à l'autre. Mais les Athéniens refusent le corps à corps. Ils frappent, se dégagent, frappent à nouveau. Leurs trières tournent autour des lourdes galères phéniciennes comme des requins autour d'une proie. Sur l'aile droite grecque, les Éginètes et les Mégaréens affrontent les contingents ioniens et cariens. Ces Grecs d'Asie mineure soumis aux Perses se battent mollement. Certains même font semblant de combattre tout en cherchant à éviter de véritables coups. Thémistocle avait laissé des messages à leur intention sur toutes les sources d'eau du trajet, leur demandant de déserter ou au moins de ne pas se battre avec acharnement. Son appel porte ses fruits. Au centre, le chaos atteint son paroxysme. Les navires perses, trop nombreux dans un espace trop confiné, se percutent entre eux. Les rames se brisent sur les coques des navires voisins. Certaines galères, privées de moitié de leurs rames, tournent sur elles-mêmes, incapables de manœuvrer.
Elles deviennent des cibles immobiles pour les éperons grecs. Un navire perse tente de fuir et éperonne accidentellement un autre navire de sa propre flotte. C'est celui commandé par Artémise, la reine d'Halicarnasse. Dans la confusion, elle coule un navire ami pour échapper à une trière grecque qui la poursuit. Depuis son trône, Xerxès voit la scène mais pense qu'Artémise vient de couler un navire grec. Il s'exclame, dépité, « Les hommes se sont conduits en femmes et les femmes en hommes !» La bataille fait rage pendant des heures. Les Grecs appliquent leur tactique avec une efficacité redoutable. Le Diekplou d'abord, leurs trières passent entre les navires perses en ligne, brisant leurs rames au passage, puis font demi-tour pour les éperonner. Le Périplus ensuite, elles encerclent les groupes de navires ennemis, les attaquant de tous côtés à la fois. Les Perses tentent de riposter. Leurs archers décochent des nuées de flèches sur les équipages grecs. Mais les rameurs athéniens ont tendu des peaux d'animaux devant les sabords, qui arrêtent la plupart des projectiles. Les hoplites, protégés par leurs boucliers de bronze, résistent aux tirs. Et les trières sont si rapides que les archers perses n'ont pas le temps d'ajuster leur visée. Certains navires perses tentent l'abordage. Ils se jettent contre les trières grecques et leurs soldats sautent à bord. Mais les hoplites athéniens, ces fantassins lourdement armés qui ont vaincu à Marathon, repoussent les assauts. Dans l'espace confiné du pont d'une trière, leur entraînement au combat rapproché fait merveille. Le détroit se transforme en cimetière flottant. Les épaves dérivent, portées par les courants. Les cadavres s'accumulent par milliers. L'eau se teinte de rouge. Les survivants perses qui tentent de nager vers la côte sont rattrapés par les trières grecques. Les rameurs les frappent avec leurs avirons, les achevant impitoyablement. Échille, le poète tragique qui a combattu à Salamine, décrira plus tard la scène dans sa pièce Les Perses. D'abord, le flux de la flotte perse résiste. Mais sa multitude s'amasse dans une passe étroite et pas un navire ne peut venir en aide à un autre. Ils entrechoquent leurs éperons de bronze. Les uns contre les autres, ils se brisent leurs rames. Les navires grecs, non sans adresse, tournent autour et les éperonnent. Les coques chavirent. On ne voit plus la mer, si grande est l'abondance des épaves et des cadavres meurtris. Xerxès, depuis sa colline, assiste impuissant au désastre. Il voit ses meilleurs navires couler les uns après les autres. Il voit ses capitaines phéniciens, qu'il considérait comme invincibles, fuir en désordre. La rage le submerge. Quand quelques capitaines phéniciens parviennent à s'échapper et rejoignent la côte, il les fait exécuter sur place pour lâcheté. Mais cette exécution a un effet désastreux sur le moral de la flotte. Les autres capitaines phéniciens voient leurs camarades tués alors qu'ils ont combattu bravement. Beaucoup décident de fuir plutôt que de risquer la colère du roi. Le contingent phénicien, l'épine dorsale de la flotte perse, se disloque. Dans l'après-midi, la bataille touche à sa fin. Les Perses battent en retraite dans le désordre. Les trières grecques les poursuivent, éperonnant les traînards, capturant ceux qui se rendent. Certains navires perses tentent de rejoindre Phalère, où le gros de la flotte s'était rassemblé. D'autres fuient vers le nord, espérant atteindre des eaux plus calmes. Le bilan est catastrophique pour les Perses. Entre 200 et 300 navires coulés, selon les sources. Des dizaines de milliers d'hommes noyés. Les Grecs, eux, ne perdent qu'une quarantaine de trières. C'est une victoire écrasante, inespérée, qui change la face de la guerre. Sur la côte, Xerxès contemple les ruines de son armada. Les épaves dérivent vers les plages. Les corps s'échouent sur le rivage. Toute la puissance navale qu'il a mise des années à constituer vient de s'évaporer en quelques heures. Pire encore, son plan d'invasion est en lambeaux. Le grand roi avait prévu de conquérir la Grèce en une seule campagne. Son armée terrestre devait progresser en coordination avec sa flotte, qui fournirait ravitaillement et appui logistique. Maintenant, cette armée risque d'être coupée de ses bases. Si les Grecs reprennent le contrôle des mers, ils peuvent détruire les ponts flottants de l'Hellespont et piéger toute l'armée perse en Europe. Cette terreur décide Xerxès. Dès le lendemain de la bataille, il annonce son retour en Asie. Il prend avec lui le gros de l'armée, craignant d'être isolé. Seule une force de 300 000 hommes reste en Grèce sous le commandement de son beau-frère et général Mardonios. La mission de ce dernier, terminer la conquête que Xerxès a échoué à achever. Le retour du grand roi en Perse est une course contre la montre. L'immense colonne traverse la Thessalie, la Macédoine, la Thrace dans des conditions épouvantables. Les vivres manquent, des maladies se déclarent. Les populations locales, voyant l'armée perse affaiblie, lancent des raids contre les traînards. Des milliers d'hommes meurent avant d'atteindre l'Hellespont. Quand Xerxès franchit enfin le détroit, les ponts flottants ont été détruits par une tempête. Il doit traverser en bateau
Humiliation suprême pour celui qui avait fait fouetter la mer pour avoir osé détruire ses ponts lors de l'allée. Le grand roi qui était parti à la conquête du monde revient vaincu, diminué, hanté par le souvenir de cette journée où tout a basculé. En Grèce, la victoire de Salamine galvanise les cités qui hésitaient encore. Athènes peut se reconstruire. La flotte grecque contrôle désormais la mer Égée. Mardonios, resté avec son armée en Thessalie pour l'hiver, tente bien de diviser l'alliance grecque par la diplomatie. Il propose aux Athéniens une paix séparée, le retour de leur territoire, des compensations. Les Athéniens refusent. Au printemps 479, Mardonios reprend l'offensive. Il s'empare à nouveau d'Athènes, déjà évacuée une seconde fois. Mais les Grecs ont eu le temps de mobiliser une armée de 40 000 hoplites sous le commandement du régent spartiate Pausanias. La confrontation finale a lieu à Platée en août 479. La bataille de Platée est une boucherie. Les phalanges grecques affrontent l'infanterie perse dans un combat frontal brutal. Les Spartiates, formant le noyau dur de l'armée grecque, enfoncent le centre perse. Mardonios est tué dans la mêlée. Son armée, privée de chef, se désintègre. Les survivants tentent de fuir vers la Thessalie, mais sont harcelés tout au long de leur retraite. L'armée de terre perse est anéantie. Le même jour, à des centaines de kilomètres de là, la flotte grecque remporte une autre victoire au Cap Michal, sur les côtes d'Ionie. Les navires perses, démoralisés après Salamine et mal entretenus, sont échoués sur une plage et protégés par une palissade. Les Grecs débarquent, attaquent le camp, massacrent la garnison et incendient les navires. C'est le coup de grâce pour la puissance navale perse. En 2 batailles livrées le même jour, les Grecs écrasent définitivement les ambitions perses en Europe. Xerxès ne tentera jamais une 3e invasion. Son empire, le plus vaste du monde, restera confiné en Asie. La Grèce a survécu. Sans Thémistocle, rien de tout cela n'aurait été possible. C'est lui qui a eu la vision, 10 ans avant l'invasion, que la vraie force d'Athènes devait être navale. C'est lui qui a convaincu ses concitoyens de renoncer aux dividendes des mines d'argent pour construire une flotte. C'est lui qui a compris que le détroit de Salamine offrait le terrain idéal pour vaincre une flotte supérieure en nombre. Et c'est lui qui a eu le courage, ou la ruse, de tromper Xerxès pour l'attirer dans ce piège. En envoyant Sicinus avec son faux message, Thémistocle a pris un risque énorme. Si Xerxès avait découvert la supercherie, s'il avait choisi d'attendre plutôt que d'attaquer, tout le plan s'effondrait. Les Péloponnésiens auraient fui, la flotte grecque se serait dispersée, et les Perses auraient gagné par défaut. Mais Thémistocle connaissait son adversaire. Il avait observé l'impatience de Xerxès, sa volonté d'en finir rapidement, son incapacité à concevoir qu'on puisse mentir au roi des rois. Il a parié sur l'orgueil du conquérant, et il a gagné son pari. La victoire de Salamine fait de Thémistocle l'homme le plus puissant de Grèce. Il est acclamé partout comme le sauveur de la nation. Les Spartiates eux-mêmes, pourtant réticents à reconnaître la supériorité d'un Athénien, lui décernent une couronne d'olivier, la plus haute distinction qu'ils puissent accorder. Mais cette gloire sera de courte durée. Dans les années qui suivent, Thémistocle va se heurter à l'ingratitude de ses concitoyens. Son projet de fortifier complètement Athènes et le Pirée inquiète Sparte, qui y voit une menace. Ses adversaires politiques, menés par Aristide et Simon, utilisent cette tension pour le discréditer. En 471, Thémistocle est frappé d'ostracisme et banni d'Athènes pour 10 ans. Exilé, il erre de cité en cité. Sparte l'accuse de trahison et réclame son extradition. Traqué, il n'a d'autre choix que de se réfugier. Auprès de ses anciens ennemis, il traverse la mer Égée et se présente devant Artaxerxès, le fils et successeur de Xerxès. L'homme qui a détruit la flotte perse demande l'asile au grand roi. Artaxerxès, dans un geste d'une ironie cruelle, accueille Thémistocle avec tous les honneurs. Il lui donne des terres, des revenus, une place à sa cour. Le sauveur de la Grèce finit sa vie comme vassal du roi de Perse, gouvernant des provinces d'Asie mineure. Il meurt vers 460, loin de sa patrie, oublié de ceux qu'il a sauvés. La bataille de Salamine est bien plus qu'une simple victoire navale. Elle marque un tournant dans l'histoire de l'humanité. Si les Perses avaient gagné, toute l'histoire occidentale aurait pris un cours différent. Athènes, épargnée par la conquête perse, va connaître son âge d'or dans les décennies qui suivent. La démocratie athénienne, encore fragile en 480, va s'épanouir et devenir un modèle. La culture classique grecque, celle de Périclès, de Socrate, de Platon, d'Euripide, va se développer dans cette Athènes victorieuse. L'art, la philosophie, le théâtre, la science vont connaître un essor sans précédent. Athènes va dominer la mer Égée pendant un demi-siècle. La Ligue de Délos, créée pour poursuivre la guerre contre les Perses,
devient rapidement un empire athénien. Les cités alliées sont contraintes de payer tribut. Athènes utilise cet argent pour reconstruire l'acropole, brûlée par les Perses, en y érigeant le Parthénon et les autres monuments qui font encore aujourd'hui sa gloire. Cette domination athénienne finira par susciter la jalousie de Sparte. En 431, éclate la guerre du Péloponnèse qui va ravager la Grèce pendant 27 ans et affaiblir les deux grandes cités. Mais même cette catastrophe n'effacera pas l'héritage de Salamine. Pour les Grecs de l'Antiquité, Salamine représente le triomphe de la liberté sur la tyrannie. Les cités grecques, petites, divisées, jalouses de leur indépendance, ont vaincu l'empire le plus puissant du monde. Elles ont prouvé que des hommes libres, combattant pour défendre leurs terres, valent mieux que des millions d'esclaves contraints de servir un maître. Cette vision, peut-être idéalisée, va nourrir toute la pensée politique grecque. La démocratie athénienne se construit en partie sur ce mythe fondateur. Les Athéniens se voient comme le peuple qui a sauvé la liberté grecque. Le jour de la liberté, comme ils appellent l'anniversaire de Salamine, devient une fête nationale. L'histoire militaire retient aussi les leçons de cette bataille. Salamine démontre l'importance du terrain dans la guerre navale. Elle prouve qu'une flotte inférieure en nombre peut vaincre si elle choisit bien son lieu de combat. Elle illustre le rôle crucial du renseignement et de la ruse. La tromperie de Thémistocle a pesé autant que la valeur des rameurs. La trière athénienne devient le modèle du navire de guerre pour les 2 siècles suivants. Sa conception, optimisée pour l'éperonnage, va dominer la Méditerranée jusqu'à l'époque hellénistique. Les Romains eux-mêmes, quand ils se doteront d'une flotte de guerre, copieront la trirème grecque. Pour les Perses, Salamine sonne le glas de leurs ambitions en Europe. Xerxès consacrera le reste de son règne à des projets de construction monumentaux, le palais de Persépolis notamment, mais il ne reprendra jamais la guerre contre la Grèce. Son empire, malgré sa taille, reste vulnérable sur les mers. Les Grecs d'Ionie, voyant la défaite perse, se révoltent à nouveau. La domination perse sur les côtes égéennes ne sera jamais plus aussi ferme. En 449, 30 ans après Salamine, la paix de Callias met officiellement fin aux guerres médiques. La Perse reconnaît l'indépendance des cités grecques d'Asie mineure. Elle s'engage à ne pas envoyer de navires de guerre dans la mer Égée. C'est une capitulation diplomatique qui entérine la défaite militaire de 480. Avec le recul, les erreurs perses à Salamine paraissent évidentes. La première fut d'accepter le combat dans le détroit. Artémise, la seule à avoir émis des doutes, avait raison. Les Perses auraient dû attendre, bloquer le détroit sans y entrer, et laisser la famine et les dissensions faire leur œuvre parmi les Grecs. La seconde erreur fut d'attaquer dans la précipitation. Les navires perses se sont engouffrés dans le goulet sans formation cohérente, poussés par ceux de l'arrière. Aucune coordination, aucune tactique. Juste une masse désordonnée qui est devenue une cible facile pour les trières grecques. La troisième erreur fut de sous-estimer l'adversaire. Xerxès avait vu son armée écraser les Grecs aux Thermopyles. Il avait pris Athènes. Il pensait que la victoire était acquise, que les Grecs n'oseraient pas tenir. Cette arrogance l'a rendu aveugle au piège qui se refermait sur sa flotte. Enfin, les Perses ont souffert de leur diversité. Leur flotte réunissait des Phéniciens, des Égyptiens, des Ioniens, des Ciliciens, des Cariens. Chaque contingent avait ses propres traditions navales, son propre style de combat. La coordination entre eux était minimale. Quand les Phéniciens ont fui, les autres ont suivi sans chercher à résister. Les Grecs, au contraire, bénéficiaient d'une unité tactique. Leurs trières étaient toutes construites sur le même modèle. Leurs équipages avaient été formés selon les mêmes méthodes. Les Athéniens, qui fournissaient la moitié de la flotte, imposaient leur doctrine de combat. Cette uniformité a permis une efficacité redoutable. Autre avantage grec, la connaissance du terrain. Les Athéniens naviguaient dans ces eaux depuis des générations. Ils connaissaient chaque courant, chaque récif, chaque zone de haut fond. Les Perses, eux, découvraient le détroit. Cette familiarité avec le lieu de combat a donné aux Grecs un avantage décisif. Enfin, il y a la motivation. Les rameurs athéniens ne combattaient pas pour un roi lointain, mais pour leur survie. Leur cité était en cendres. Leurs familles étaient réfugiées à quelques encablures. S'ils perdaient, tout était perdu. Cette détermination de désespérer a décuplé leurs forces. Les Perses, inversement, ne comprenaient pas vraiment pourquoi ils se battaient. Les rameurs ioniens, contraints de combattre contre d'autres Grecs, n'avaient aucune envie de mourir pour Xerxès. Les Phéniciens, marins mercenaires, préféraient fuir plutôt que de périr dans un combat qui ne les concernait pas. Les pertes perses à Salamine sont difficiles à chiffrer avec précision. Les sources antiques donnent des nombres contradictoires, souvent exagérés. Hérodote évoque 200 navires perses coulés contre 40 Grecs.
Échille, qui a combattu dans la bataille, suggère des pertes encore plus lourdes. Les historiens modernes estiment que les Perses ont perdu entre 200 et 300 navires, soit près de la moitié de leur flotte. Si chaque navire transportait entre 200 et 300 hommes, rameurs, marins, soldats, cela représente entre 40 000 et 90 000 morts. Le titre de ce récit évoque 200 000 Perses noyés. Ce chiffre inclut probablement les pertes terrestres dans la retraite qui a suivi, les soldats morts de faim, de maladie ou tués par les populations locales lors du retour désastreux de l'armée de Xerxès vers l'Asie. Mais il reste que Salamine a causé des pertes humaines d'une ampleur rarement vue dans l'Antiquité. Les Grecs, eux, s'en tirent avec des pertes minimes. Une quarantaine de trières coulées, soit environ 8000 hommes. Et encore, beaucoup ont pu être sauvés car le combat se déroulait près des côtes. Les naufragés grecs nageaient vers l'île de Salamine où les attendaient leurs compatriotes. Les naufragés perses, eux, tentaient de rejoindre la côte ennemie et étaient souvent massacrés en arrivant. Cette disproportion s'explique par la nature de la bataille. Les Perses, pris au piège dans le détroit, ne pouvaient ni fuir ni manœuvrer. Leurs navires éventrés coulaient en quelques minutes. Les trières grecques, manœuvrables et rapides, pouvaient se dégager après avoir frappé et éviter d'être prises dans un corps à corps fatal. 2 ans après la bataille, en 472, Échille écrit « Les Perses », la plus ancienne tragédie grecque conservée. La pièce ne célèbre pas la victoire grecque, mais dépeint le désarroi des Perses, apprenant la défaite. C'est un choix audacieux. Montrer l'humanité de l'ennemi, sa souffrance. Le messager qui annonce la nouvelle à la cour de Perse décrit le carnage dans des termes poignants. Cette œuvre assure à Salamine une place centrale dans la mémoire culturelle grecque. D'autres auteurs suivront. Hérodote consacre des pages entières de ses histoires à la bataille. Plutarque écrira une biographie de Thémistocle où Salamine occupe le rôle central. Pour les Romains qui admiraient la culture grecque, Salamine devient un modèle. Cicéron et d'autres auteurs latins évoquent la bataille comme l'exemple parfait de la victoire de l'intelligence sur la force brute. La ruse de Thémistocle devient proverbiale. Au XIXe siècle, alors que l'Europe moderne cherche ses racines dans l'Antiquité classique, Salamine prend une nouvelle dimension. Les historiens voient dans cette bataille le moment où l'Occident s'est défini contre l'Orient, où la liberté grecque a vaincu le despotisme asiatique. Cette lecture, largement idéologique, influence toute l'historiographie de l'époque. Le poète romantique britannique Lord Byron écrira dans son Don Juan « La bataille de Marathon a été gagnée par Athènes et l'affaire de Salamine par Thémistocle ». Il résume ainsi la conviction que sans cet homme, sans sa vision, sans son courage, la Grèce aurait péri. Au XXe siècle, des historiens militaires revisitent Salamine pour en tirer des leçons stratégiques. L'importance du terrain, la nécessité de connaître son ennemi, le rôle de la ruse et du renseignement, tous ces éléments font de Salamine un cas d'école étudié dans les académies militaires du monde entier. En 1987, une équipe internationale construit l'Olympias, une réplique exacte d'une trière athénienne. Le navire est testé en mer avec un équipage de volontaires. Les essais confirment ce que les textes antiques affirmaient. Une trière peut atteindre 17 km/h, effectuer un demi-tour en moins d'1 minute, accélérer et décélérer avec une rapidité surprenante. L'Olympias prouve que les trières étaient réellement ces armes redoutables décrites par les sources. Le détroit de Salamine existe toujours, bien sûr. L'île est devenue une banlieue d'Athènes, reliée au continent par un ferry. Sur les hauteurs du mont Aigaléos, on peut encore identifier l'emplacement probable du trône de Xerxès. De là, le regard embrasse tout le détroit. En regardant ces eaux paisibles, il faut un effort d'imagination pour visualiser le carnage de septembre 480. Difficile de concevoir que des centaines de navires se sont affrontés ici, que des dizaines de milliers d'hommes sont morts dans ces eaux. Le détroit semble trop étroit pour accueillir une telle bataille. Mais c'est justement cette étroitesse qui a fait la différence. Les Perses ont été vaincus par la géographie autant que par les Grecs. Xerxès aurait dû écouter Artémise. Attendre aurait été la sage décision. Mais les conquérants, grisés par leur succès, écoutent rarement les conseils de prudence. À Athènes, le Parthénon domine toujours l'acropole. Il a été construit avec l'argent du tribut prélevé sur les membres de la Ligue de Délos, cet empire maritime né de la victoire de Salamine. Les frises du temple célèbrent la puissance athénienne, cette puissance qui repose sur la flotte créée par Thémistocle. Au musée de l'Acropole, on peut voir des fragments de sculptures qui décoraient l'ancien Parthénon, celui qui a été détruit par les Perses en 480.
Ces ruines sont un rappel de ce que la Grèce a risqué de perdre. Sans Salamine, il n'y aurait pas eu de reconstruction, pas de Périclès, pas d'âge d'or athénien. La bataille de Salamine prouve qu'en guerre, la victoire ne revient pas toujours au plus fort. Elle revient à celui qui réfléchit, qui observe, qui comprend son adversaire et sait exploiter ses faiblesses. Xerxès disposait d'une armée et d'une flotte immense. Il contrôlait la moitié du monde connu, mais il n'a pas su utiliser cette force. Thémistocle, avec ses 371 trières et ses 60 000 rameurs, a vaincu un empire. Il n'a pas eu besoin de plus de navires ou de plus d'hommes. Il avait un plan, un terrain favorable et le courage de prendre des risques. Son stratagème pour attirer Xerxès dans le piège de Salamine relève du génie tactique. La bataille a duré quelques heures. Ses conséquences ont marqué des siècles. Sans Salamine, pas de démocratie athénienne. Sans démocratie athénienne, pas de philosophie grecque classique. Sans philosophie grecque, toute la pensée occidentale aurait pris un cours différent. C'est cela, finalement, l'importance de Salamine. Ce n'est pas seulement une bataille navale brillamment conduite. C'est le moment où l'histoire a bifurqué, où une poignée de cités grecques a refusé de se soumettre et, contre toute attente, a gagné. Ce jour de septembre 480 avant Jésus-Christ, dans un détroit étroit de la mer Égée, l'avenir du monde s'est joué. Et les Grecs ont gagné leur pari impossible.